Cette idée freudienne, puis lacanienne du manque, n'est pas sans susciter un effet chez la femme qui reçoit cette nouvelle. Incompréhension, irritation, colère ont été les réactions dont j'ai jusque-là été témoin, et qui, je ne le cache pas, ont aussi fait partie des miennes. Il y a, me semble-t-il, dans cet accueil de la nouvelle, un chemin intime à faire avec soi-même, dont j'émets d'ailleurs l'hypothèse qu'il va de concert avec celui du devenir féminin chez la femme. C'est en 1923, dans son texte sur l'organisation génitale infantile, que Freud postule l'existence du primat du phallus, valable pour la fille et le garçon. En d'autres termes, la petite fille est un petit homme, écrit-il. Il n'y a donc qu'un seul sexe, le phallus, dont il existe deux modes de manifestation, la présence ou bien l'absence. Donc, la découverte de la différence des sexes chez l'enfant vient bouleverser la croyance précédemment acquise de la présence d'un pénis pour tous. Ce qui signifie que le manque de pénis, s'il est reconnu comme phallus en moins, et non sexe féminin, dit Sergent. Chez le garçon, nous pouvons nous représenter l'affaire de la façon suivante. Le choix d'objet premier, la mère, reste le même en somme durant toute la vie. La découverte de la différence des sexes amène le petit garçon au constat qu'il est doté d'un pénis que la fille, elle, n'a pas. Il se remémore les menaces de castration proférées par les adultes et se trouve saisi d'une peur profonde, celle de la perte de son pénis. Cette crainte signale chez le garçon l'angoisse de castration. C'est donc par l'angoisse de la perte que le garçon quitte le complexe d'Oedipe pour entrer dans celui de castration. Maintenant, tout autre scénario. Chez la petite fille, l'objet premier est la mère. L'évolution de son développement psychique, lorsqu'il s'opère normalement, implique de passer ensuite à l'objet paternel, puis de faire un choix d'objet définitif. Elle se voit donc contrainte de changer et de zone érogène et d'objet. La différence anatomique qu'elle perçoit est la suivante. Le garçon a un machin comme ça, et elle n'a rien, une ouverture tout au plus. Le postulat de Freud étant qu'il existe une méconnaissance du vagin chez la petite fille. Il n'entend pas qu'elle n'a pas conscience de la matérialité du vagin, mais plutôt que ce constat n'est pas signifié dans l'inconscient. Comme opposition de deux sexes complémentaires. Le vagin, dit Serge André, est bien connu comme organe, morceau de corps, mais il n'est pas reconnu au niveau signifiant, comme sexe féminin. Ce constat de la différence des sexes l'amène à entrer dans le complexe de castration. Freud indiquera que le désir qu'a la fille de son père n'est sans doute à l'origine que le désir de posséder un phallus. Ce phallus qui lui a été refusé par sa mère et qu'elle espère maintenant avoir de son père. Toutefois, la situation ne s'établit vraiment que lorsque le désir du pénis est remplacé par le désir d'avoir un enfant. Ce dernier, suivant une vieille équivalence symbolique, devenant le substitut du pénis. L'absence de pénis vécue chez la petite fille comme un préjudice constitue le terreau de son pénisnide. L'envie du pénis s'empare d'elle et laissera dans son évolution, dans la formation de son caractère, des traces ineffaçables. Au point même qu'elle espère, et ce de manière parfois tardive, s'en trouver pourvue. Alors même que la réalité a fait perdre à la fille toute espérance de voir se réaliser son désir, l'analyse, une fois adulte, montre encore que ce dernier est demeuré vivace dans l'inconscient et qu'il conserve toujours une charge énergétique notable. D'ailleurs, Freud nous signale qu'un des mobiles capables d'inciter la femme adulte à se faire analyser est celui du désir de posséder enfin le pénis. Le bien qu'elle attend raisonnablement du traitement, dit-il, par exemple la possibilité d'exercer quelques professions intellectuelles, n'est souvent qu'une forme sublimée de ce désir refoulé. Précisons tout de même que le génie de l'homme a ses limites et qu'il ne l'extrait pas de son siècle pour autant. Il me semble qu'il paraît aujourd'hui heureux qu'une femme puisse désirer exercer une profession intellectuelle sans pour autant que cela soit une forme sublimée de ce désir de pénis. Même si, en effet, le choix d'un travail peut par ailleurs tout à fait être aux prises avec cette question. Ainsi, face à ce complexe de castration, 3 voies s'offrent à elle. La première aboutit à l'inhibition sexuelle ou à la névrose. La seconde à une modification de caractère
à la formation d'un complexe de virilité, la troisième, enfin, à la féminité normale. Cette représentation de la femme phallique que l'on pourrait attribuer à notre société actuelle existe finalement depuis des siècles, et c'est sous l'ère grecque que l'on y trouve une belle allégorie. Voici donc la seconde histoire. Entre mythe et réalité, les Amazones. Peuplades de femmes guerrières qui ne reconnaissent de filiation que par la mère, amantes d'une seule fois, avec un homme choisi, dit-on, au hasard, sans attachement, dans le but seul de la procréation. La légende parle de femmes qui briseraient les bras de leur progéniture mâle afin qu'ils ne puissent pas faire la guerre. Mythe pour certains, issu du fantasme du génie grec, origine bien réelle pour d'autres, confirmée par diverses sources archéologiques. L'apparition littéraire la plus ancienne du terme Amazone apparaît dans l'Iliade d'Homère, dans la formule Amazone Antinianere. Ce Antinianere trouve la traduction suivante, égale des hommes. Ou ennemi des mâles. Il y a plusieurs traductions. Oui. Ainsi, comment ne pas avoir en celle-ci une représentation manifeste de ce que Freud qualifiera quelques siècles plus tard de pénicide. Pour finir, je vous propose la lecture de l'éloge funèbre des guerriers d'Athènes, morts en secourant les Corinthiens, rédigé par Lysias, orateur grec. Autrefois vivaient les Amazones. Filles d'Arès, habitant près du fleuve Thermodon, elles étaient les seules, parmi les peuples d'alentour, à revêtir une armure de fer, et elles furent les premières de tous à monter à cheval. Grâce à eux, elles pouvaient, à cause de l'incapacité de leur adversaire surpris, atteindre les fuyards et échapper à ceux qui les poursuivaient. On les considérait plus comme des hommes à cause de leur courage que comme des femmes, selon leur nature. Elles paraissaient en effet supérieures aux hommes par la vigueur de leur âme, plus qu'elles ne leur cédaient par leur corps. Alors qu'elles commandaient de nombreux peuples, elles avaient réduit en esclavage ceux qui les entouraient. Ayant entendu parler de la gloire de notre pays, elles conçurent un grand espoir de s'illustrer. Prenant avec elles les plus belliqueuses des nations, elles lancèrent une expédition contre notre cité. Rencontrant des hommes valeureux, elles révélèrent des âmes semblables à ce qu'était leur nature et acquirent une réputation contraire à la première. Elles se montrèrent femmes, plus à cause des périls qu'à cause de leur corps. Seules, elles ne surent pas tirer une leçon de leur malheur pour prendre de meilleures décisions par la suite. Elles ne revinrent pas chez elles pour annoncer leur propre malheur et la vertu de nos ancêtres, car c'est sur notre sol qu'elles périrent et qu'elles furent châtiées de leur folie. Elles firent que la mémoire de notre cité devienne immortelle, à cause de sa vertu, alors qu'elles rendirent obscure leur patrie à cause du malheur subi chez nous. Ces femmes, donc, parce qu'elles avaient désiré injustement la terre d'autrui, perdirent justement la leur. Ainsi, tel est pris qui croyait prendre.